Donc pour cette dernière séance, j'ai le plaisir d'accueillir donc Catel Briat, qui est donc actuellement chef du département des systèmes d'information patrimoniaux à la Direction générale du patrimoine au ministère de la Culture. J'ai pris une fiche parce que pour bien avoir toutes les bonnes affiliations qu'il faut. Et donc l'objectif ici, c'est pour cette dernière séance, c'est d'évoquer un projet qui s'inscrit dans un cadre plus global, qui est le programme ADOC, mais je pense que vous y reviendrez, sur le projet Onoma, qui a l'objectif de créer un référentiel ancré dans le web de données sur les acteurs historiques, donc toutes les personnes qui interviennent dans la vie d'une œuvre, mais je pense également que vous allez y revenir. Donc comme chaque séance, la séance se déroulera en 2 temps, avec en premier temps une intervention d'environ 3/4 d'heure, et ensuite des échanges avec la salle. Je vais tout de suite laisser la parole à Catel. Merci Antoine, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie l'INHA de m'avoir invité dans cette séance pour présenter quelque chose qui est effectivement encore au stade de projet, mais plus pour très longtemps, parce qu'on est dans ce qu'on appelle maintenant la phase de pré-production, donc qui précède directement l'ouverture et la mise en œuvre de notre référentiel aux utilisateurs et aux applications qui potentiellement vont l'utiliser. Je vous propose le plan d'exposé suivant. Je vais d'abord vous faire un rapide état des lieux de la situation des données d'autorité, ce que on appellera les données d'autorité, les données auteurs en particulier dans notre belle institution qui est l'administration centrale du ministère de la Culture et de ses services déconcentrés. Je vous présenterai après la manière dont nous avons pensé un projet de référentiel d'autorité sur les acteurs dans le cadre du programme ADOC, effectivement, comme le signalait Antoine, et j'aurai l'occasion effectivement de vous redonner quelques rapides éléments sur ce qu'est le programme ADOC pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je rappellerai quels ont été les objectifs que nous nous étions fixés quand nous avons lancé ce projet et quels étaient les enjeux de la mise en œuvre de ce référentiel d'auteur. Je vous présenterai le référentiel Onoma tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa phase maintenant développée d'une première version qui sera donc bientôt ouverte aux applications et aux utilisateurs. Et je donnerai en conclusion quelques perspectives sur les évolutions à prévoir de ce projet qui se déclinera de toute façon, c'était déjà prévu dès l'origine, dans une seconde version qui aura une couverture fonctionnelle un peu plus large. Voilà un peu la manière dont je vais vous présenter ce projet. Donc commençons par l'état des lieux. Vous savez que le ministère de la Culture est producteur d'énormément de données dans le cadre de grandes bases de données de référence qui sont pour la plupart bien connues, comme Joconde, Mérimée, Palissy, Arcade, Enluminure. Il y en a d'autres encore qui comportent des données auteurs qui sont un peu plus minoritaires et plus petit corpus qui recroisent souvent les données des grandes bases que nous prenons en compte aussi dans notre projet, mais j'ai insisté surtout sur les gros référentiels qui sont pourvoyeurs d'énormément de données sur les auteurs, acteurs. Alors on reparlera de ce qu'on entend par acteurs. Ces grands référentiels nationaux sont pour la plupart axés sur la gestion et sur la description des biens culturels. Ils ne sont pas axés sur la gestion des acteurs, des auteurs, des créateurs, des artistes, des peintres, des orfèvres, etc. Donc au mieux, les informations sur les auteurs sont mentionnées avec une véritable démarche d'attribution et un minimum de contrôle sur la manière dont les informations sont produites et saisies. Et dans le, je ne vais pas dire le pire des cas, mais dans le cas où on axe le moins l'information sur les auteurs, on a juste des mentions ou des reports
de noms d'auteurs supposés être les créateurs des biens culturels qui sont gérés dans l'application. Donc j'insiste là-dessus, nos fonds sont surtout centrés sur les biens culturels et pas sur les acteurs, pas sur les auteurs. On a donc à terme énormément d'informations, parce que pratiquement pour chaque œuvre, on essaie d'attribuer l'œuvre à un créateur, à un artiste, à un auteur, et donc on a énormément de données, mais ces données sont plus ou moins contrôlées. On a quelquefois des listes d'autorités locales, c'est-à-dire propres à un fonds donné, qui permettent aux producteurs, qui fournissent aux producteurs une aide pour saisir ces formes de noms, qui fournissent quelquefois des équivalences, donc des variantes de noms, des synonymes, des homonymes, enfin des synonymes plus exactement ici. Et on a aussi une information quelquefois un peu plus contrôlée sur tout ce qui est rôle, fonction, profession, appuyée sur des vocabulaires normalisés. Donc voilà un peu ce qui concerne les données propres aux auteurs. Et puis, à côté des données propres aux auteurs, nous avons beaucoup d'informations sur les œuvres qui donnent donc des éléments de contexte, c'est-à-dire des dates, des lieux, mais qui sont les dates et lieux de création de l'œuvre. Donc pour ce qui concerne le patrimoine immobilier, par exemple, on conçoit bien que si un auteur a construit un édifice dans un endroit donné, c'est que son activité était potentiellement localisée dans cette zone, dans cette région, dans ce département, dans cette zone d'influence. Pour les objets mobiliers, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Un auteur peut avoir créé une œuvre à un endroit donné et cette œuvre se retrouver totalement dans un autre endroit. Ce qui fait que pour ces auteurs, nous avons des données contextuelles qui sont celles des œuvres, mais nous devons essayer d'en déduire des données sur les auteurs, ce qui complexifie énormément les choses. On n'est pas du tout dans la même situation que dans le secteur des bibliothèques ou des archives, où on peut dater l'activité d'un acteur en fonction de la date de création de son œuvre, ou de la production de son document d'archive. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus flou et beaucoup plus difficile à maîtriser que la relation de l'auteur à sa publication, à son ouvrage, etc. Alors je vous ai donné un titre d'exemple pour que vous vous représentiez, pour ceux qui ne les connaissent pas, la façon dont nous pouvons aborder cette question des auteurs. J'ai mis quelques exemples pour que vous voyez à peu près de quoi on part pour construire ce référentiel. Donc là, j'ai mis un exemple de la base Joconde, où vous voyez tout à fait en haut que le service des musées de France fournit à ses producteurs une liste d'autorités avec des variantes de noms pour aider les producteurs à saisir, identifier les auteurs d'œuvres. Donc on a déjà au moins des noms avec une forme plus ou moins normalisée et des variantes. Après, vous retrouvez ces formes de noms dans les œuvres associées à quelques éléments de biographie. Donc en l'occurrence ici, sur l'exemple qui est mentionné, vous avez la forme du nom de la personne avec ses prénoms. Et puis, on sait qu'il est né à Mulhouse en 1881 et mort à Courbevoie en 1963. Voilà. Donc, une information de biographie assez structurée qu'on va pouvoir éventuellement exploiter. Autre chose dont on a disposé dans le cadre de la base Joconde, c'est le travail qui a été fait dans le cadre de Joconde Lab. Je ne sais pas si vous avez entendu, je pense que vous avez entendu parler de cette expérimentation Joconde Lab qui cherchait à aligner des référentiels, dont les données d'autorité sur les auteurs, sur DBpedia, Wikipédia, de manière à pouvoir ramener de l'information de Wikipédia ou de DBpedia, l'afficher, l'exploiter et servir aussi de pivot linguistique pour permettre des accès multilingues au corpus. Donc dans le cadre de cette expérimentation, un travail d'alignement des auteurs sur
sur des données de Wikipédia et de DBpedia a été réalisé par le service des musées de France. Et donc nous avons pu exploiter aussi ces alignements dans le cadre de la reprise des informations pour le référentiel Onoma. Donc là, vous voyez le niveau d'information dont on dispose pour la base Joconde. J'ai mis un autre exemple qui est la base Enluminure, où là on a un corpus qui mentionne des formes de noms, des rôles éventuellement de certains acteurs, par exemple éditeurs, traducteurs, enlumineurs. Et on a un petit thésaurus, une forme de thésaurus qui est déjà intéressante, puisqu'elle aussi permet de récupérer un certain nombre de variantes des formes de noms. Troisième exemple, qui est peut-être le cas où la situation est la plus complexe, c'est un corpus extrêmement riche, c'est la base de données Mérimée, concernant l'architecture, donc les œuvres immobilières, centrée sur les œuvres, typiquement. Et là, on voit que on a pour les auteurs des listes de noms mentionnés dans une rubrique auteur, non contrôlés, donc pas de vocabulaire pour aider les producteurs à produire l'information. Donc les producteurs s'appuient sur des documents d'archives ou sur la mention de la signature portée sur l'œuvre, etc., pour pouvoir attribuer, ou sur les traditions locales. La mention d'une fonction, d'une profession, alors avec un mélange quelquefois du rôle commanditaire, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et du métier, donc de la profession, architecte, entrepreneur, etc. Mais appuyé sur un vocabulaire normalisé. Et en termes d'information contextuelle, donc j'ai des dates et des lieux. Donc comme on est dans de l'immobilier, on peut en déduire que cet auteur est intervenu sur cette région. Mais par contre, en ce qui concerne les dates, on est incapable de faire une relation de 1 à 1 entre les dates qui sont mentionnées et les auteurs qui sont mentionnés. Cette information, on ne peut la récupérer qu'en lisant l'historique, et donc il est quasi impossible d'automatiser une reprise de données à partir de ce type d'information. Donc, on reprend ce qu'on peut, on fait des hypothèses, et on va vérifier cette hypothèse quand on le peut, en allant consulter l'historique associé et vérifier que, effectivement, tel auteur est intervenu non pas au XVIIe siècle, mais au XXe siècle pour un ajout, une restauration. Donc tout ça pour vous montrer un peu la nature des données dont on dispose et la difficulté qu'on peut avoir à exploiter ces données et à les consolider pour dire cet auteur-là est bien le même que celui-ci. D'autant que dans nos corpus, nous avons beaucoup de généalogies d'artistes où il était traditionnel de donner au fils ou au petit-fils le même prénom que le père ou le grand-père, ce qui fait que ça ne nous aide pas beaucoup pour identifier de manière précise tel ou tel auteur, et donc il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur une information contextuelle, des dates, des documents d'archives et autres pour réussir à désambiguiser. J'ai un truc qui sonne, j'espère qu'il va s'arrêter. Désolée. Je ne sais pas lequel. Voilà. À côté de ça, nous avons quelques référentiels locaux, c'est-à-dire vraiment là des répertoires d'auteurs constitués sur les auteurs, donc vraiment centrés sur les auteurs, mais qui sont partiels, c'est-à-dire qui concernent vraiment un périmètre relativement restreint, et qui sont orientés, je dirais, en fonction des fonds. Le premier, c'est le répertoire des auteurs, qu'on connaît aussi, peut-être en avez-vous entendu parler, sous le nom de la base Poinçon, parce qu'au départ, c'était une base qui cherchait à dépouiller de manière systématique des catalogues de poinçons d'orfèvre,
et donc qui associait à chaque orfèvre une photo de son poinçon, qui, elle, pour le coup, constitue une véritable aide à l'identification. Quand vous vous trouvez sur un objet d'orfèvrerie, que vous avez le poinçon et que vous pouvez retrouver par le poinçon un orfèvre, effectivement, là, vous avez une aide à l'attribution qui est assez fiable. Le périmètre de ce premier répertoire s'était après étendu aux peintres verriers. L'ambition était au départ d'étendre ce périmètre à d'autres types de métiers. En particulier, il était prévu de l'étendre aux architectes, mais pour le moment, ça s'est limité aux orfèvres et peintres verriers. Et il n'y a pas de projet d'extension de ce référentiel. Le prochain travail, si travail il y a, se fera dans le cadre d'ONOMA. L'autre fonds, il est beaucoup plus récent, c'est la base Autor, qui a été réalisée par la médiathèque de l'architecture et du patrimoine et qui avait pour objectif de réaliser des fiches d'autorité sur un certain nombre d'auteurs correspondant en lien avec les corpus, les fonds qui sont détenus, conservés par la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Donc beaucoup d'architectes, mais aussi des photographes, des historiens de l'art, etc. Et aussi, évidemment, des artistes, des restaurateurs et autres. Donc, des bases avec des corpus relativement limités, mais par contre très très riches, puisque centrés sur les auteurs, et donc extrêmement intéressants pour le référentiel ONOMA en termes de données. Je vous en ai présenté deux exemples pour que vous voyez qu'effectivement là on est sur une donnée qui est vraiment ciblée sur l'auteur, avec des informations sur la biographie de l'auteur, des informations sur les relations familiales, relations de formation qu'il a pu avoir avec d'autres acteurs, une information sur les lieux d'activité, les dates d'activité, etc., etc. Donc évidemment, à ce niveau-là, une information qui est beaucoup plus facilement réutilisable, réexploitable et récupérable pour construire un référentiel qu'une information présente à l'état de texte libre dans des historiques. Donc voilà un peu l'état des lieux. Donc ces informations qui sont donc propres à des fonds sont associées à ces fonds. Elles ne sont pas consolidées dans un référentiel national. Et bien sûr, cela a un impact à la fois sur les activités de production, puisqu'on ne met pas à disposition des producteurs une donnée de référence contrôlée, consolidée, validée, sur laquelle ils puissent construire son information avec certitude. On a évidemment aussi un problème de redondance informationnelle, puisque les mêmes auteurs se retrouvent dans différents fonds, avec des niveaux d'information différents dans ces différents fonds, et non consolidés, évidemment, dans un référentiel unique. Autre problème, évidemment, ce sont bien sûr, pour les usagers de nos bases de données, l'incapacité à attaquer l'ensemble de nos fonds sur la donnée auteur. Alors que, quand on regarde les statistiques de consultation de nos bases, on sait que le premier point d'attaque, le premier point d'entrée sur les bases de données, c'est majoritairement la localisation, et tout de suite après viennent les auteurs. Donc pour les utilisateurs, on a vraiment un gros travail de consolidation de nos données à fournir pour leur permettre une entrée facilitée par le biais de la recherche sur les auteurs, qui leur permettent d'être sûrs. Alors, contrairement à ce que vous voyez sur l'exemple que je vous ai mis sur le côté, cet exemple, il est tiré du moteur collection. Donc le moteur collection, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. C'est un moteur sémantique qui a été mis en place au ministère justement pour permettre à un utilisateur d'attaquer nos différentes bases, Mérimée, Palissy, Joconde, Arcade, Enluminure et autres, par un seul point d'accès. Puisqu'au départ, les gens étaient obligés d'aller interroger successivement chacune des bases pour trouver l'information qui les intéressait sur un auteur, une œuvre particulière.
Or, l'information sur les auteurs, elle est disséminée dans nos bases, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes auteurs, aussi bien dans Joconde, Palissy, Arcade, qui sont centrés sur les biens culturels mobiliers. Vous allez trouver les mêmes auteurs dans Archidoc, qui est une base dont je n'ai pas parlé, mais qui est extrêmement riche aussi, et Mérimée, qui sont des bases plus dédiées à l'architecture, à la construction. Donc, les données auteurs, elles traversent les fonds, mais les utilisateurs vont retrouver au niveau de la recherche cette hétérogénéité qui est propre à la manière dont les auteurs ont été gérés ou non gérés, justement, ou saisis dans les différents fonds. Donc, sur des auteurs aussi connus que Viollet-le-Duc, vous voyez qu'on a une grande disparité dans la manière de présenter l'information, et ça se répercute pour un utilisateur qui, même s'il a un point d'entrée unique sur les fonds, va devoir successivement aller chercher chacune des entrées auteurs pour récupérer toute l'information qu'il va pouvoir trouver sur Viollet-le-Duc dans nos différents fonds, sans compter qu'en plus de nos bases de données ministère de la Culture, Collection agrège énormément d'autres types de ressources, bases de données, sites, d'autres institutions patrimoniales. Et donc, plus on ramène d'informations et plus on crée de l'hétérogénéité. Si on ne fait pas quelque chose pour favoriser l'harmonisation et la manière dont les données auteurs vont être mobilisées par les différents producteurs. De là est né, bien sûr, le projet de travailler un peu sur cette question des auteurs et des points d'entrée, ce qu'on appellerait les points d'entrée normalisés sur les auteurs. Et ça a donné lieu au projet qui a pris le petit nom d'Onoma et que je vais maintenant vous présenter. Donc, comme nous l'avions évoqué, le projet Onoma est effectivement un des projets du programme ADOC. Le programme ADOC, je pense que ça parle, je vois des têtes connues dans la salle qui connaissent le programme ADOC depuis très très longtemps. Peut-être d'autres ne connaissent pas, donc je vais rappeler très très rapidement de quoi il s'agit. C'est un programme qui a été lancé par le ministère de la Culture en 2008, inscrit dans le long terme, puisque ce programme est toujours en cours, reconduit de schéma directeur en schéma directeur, visant à harmoniser la production des données culturelles. Donc l'objectif de ce programme, c'est d'essayer d'offrir aux producteurs un cadre d'interopérabilité pour faciliter l'interopérabilité entre les différentes productions, entre les différents producteurs et les données qui sont produites par les différentes institutions culturelles. Le programme ADOC a essayé d'agir sur plusieurs leviers pour fournir ce cadre d'interopérabilité. Le premier levier étant de produire et de mettre à disposition des producteurs des modèles de données. Le deuxième levier, portant beaucoup plus sur non plus la structure de la donnée, mais son contenu, la chair, si vous voulez, en fournissant aux producteurs des référentiels à partager, à utiliser et à partager, et en essayant de normaliser la production le plus possible en préconisant des normes, des standards, des bonnes pratiques, favorisant l'interopérabilité. Pour l'administration centrale, pour les services du ministère, c'est aussi fournir aux producteurs des outils et des services facilitant cette interopérabilité. Donc c'est dans ce cadre qu'on essaie de mettre en place des outils de gestion de référentiels et de mettre en place des services qui vont faciliter l'utilisation et la consultation de ces référentiels. Donc le premier exemple, le premier outil qui a été réalisé et que certains d'entre vous connaissent, c'est Ginkgo. Donc Ginkgo, c'est un outil de gestion de thésaurus qui a été développé par le ministère, qui est une solution en open source, qui est donc réutilisée maintenant par une communauté d'utilisateurs dans le domaine culturel, mais même au-delà. On a des utilisateurs qui sont complètement hors du champ de la culture. Donc c'est un outil basé sur des normes et des standards
précisément. Donc, la norme ISO de gestion de thésaurus qui a été publiée en 2011 et 2013, en 2 volets successifs. Et puis les formats SCOS pour l'exposition des vocabulaires dans le web, par exemple. Et donc, c'est un outil qui est en production ministère et dans lequel sont maintenant gérés tous les vocabulaires scientifiques et techniques et nomenclatures associées à la production des biens culturels, des données sur les biens culturels. Le deuxième exemple, ce sera Onoma, qui sera lui aussi un référentiel. Alors, on associe aussi à ces outils des services, c'est-à-dire que Ginkgo comporte un certain nombre de web services qui permettent aux applications internes de se connecter à Ginkgo pour exploiter les référentiels, pour faire de l'aide à la saisie, de l'autocomplétion, du contrôle lexical sur les données, de la diffusion. Et on va de la même façon offrir des services sur Onoma pour faciliter la réutilisation des données d'Onoma dans les applications métiers, en aide à la saisie, en autocomplétion et autres. Et puis on essaie aussi de favoriser la diffusion en mettant ces données à disposition dans le web des données liées, donc utilisant les technologies du web sémantique. Donc à Ginkgo est associée une plateforme de diffusion qui permet à des utilisateurs de récupérer les vocabulaires, les terminologies, de les télécharger, avec des SparkQL endpoints qui permettent à des automates, à des machines de requêter les vocabulaires, etc., etc. Et on fera aussi la même chose sur Onoma. Donc voilà un peu le cadre général dans lequel le projet Onoma a été conduit. Donc quel était notre objectif ? Je vous ai exposé la situation de départ, donc vous comprenez que l'objectif principal, c'était un peu de sortir de cette organisation des données auteurs dans des silos métiers, des silos applicatifs ou des silos par domaine métier, le domaine des musées, le domaine des archives, le domaine du patrimoine, etc. Pour rassembler l'ensemble des données auteurs dans une base de données unique, gérée en un seul point du système d'information, donc de manière aussi à rationaliser la manière dont on gère cette information, puisqu'aujourd'hui, la même donnée auteur peut être produite par différents services ou producteurs dans différents points du système d'information, donc avec de la redondance, de la ressaisie, des incohérences, des différences, de l'hétérogénéité, etc. Donc là, c'est la gestion en un seul point du système d'information, avec, bien sûr, une possibilité d'accès par l'ensemble des applications métiers, de manière à pouvoir utiliser les données de cette base de données pour produire de nouvelles données sur les œuvres ou sur les auteurs, pour pouvoir faire du contrôle ou de la validation sur les données et pour pouvoir faciliter la recherche et la diffusion auprès des publics professionnels comme grand public. Le périmètre de notre référentiel, ce sont les auteurs, créateurs, producteurs, personnalités qui interviennent dans le cycle de vie d'un bien culturel. Et les données que nous essayons de gérer dans ce référentiel, ce qui est la définition même d'un référentiel, ce sont les données les plus largement partagées, celles qui vont servir le plus de besoins métiers. Ce qui n'exclut pas qu'on puisse avoir à côté de ce référentiel des bases de données auteurs spécifiques, plus riches, dédiées à un domaine métier particulier, mais qui ne sont pas utiles ou nécessaires pour identifier un auteur et pouvoir éventuellement produire une donnée basée sur cet auteur. Donc c'est un noyau commun d'informations, qu'on appellera les données de référence, un noyau commun d'informations largement partagé, normalisé et contrôlé, donc avec un système de validation. Donc si on voulait définir notre objectif initial, si nous étions restés enfermés dans notre vision ministère de la Culture, notre objectif initial, c'est de fournir un outil d'aide aux producteurs de ressources, donc aide à l'identification, en leur fournissant des éléments de contexte
Informations biographiques sur les activités, les lieux, les dates, lieu de naissance, lieu de décès, date de naissance, date de décès, lieu d'activité, date d'activité. D'autres éléments d'identification tels que des signatures ou des poinçons qui contribuent énormément à l'identification des auteurs. Et puis tout le jeu des collaborations, c'est-à-dire que le fait que telle personne apparaisse de manière récurrente associée à une autre personne peut laisser supposer que effectivement ce sont des gens qui ont relativement souvent travaillé ensemble et peut quelquefois permettre, quand on a une donnée précise dans un cas, de compléter une donnée plus imprécise dans un autre cas. Si Monsieur Martin se trouve avoir travaillé avec Monsieur François à N reprises et que je trouve une mention de Martin avec François à une autre reprise, je suis à peu près sûre que c'est bien le même Martin et le même François qui ont très souvent collaboré et donc je peux en déduire le prénom, etc. Voilà, donc les relations, collaboration, formation, relations familiales sont aussi extrêmement importantes quelquefois pour désambiguïser et identifier de manière précise des acteurs et en particulier dans le cadre de ces généalogies d'artistes où on ne sait pas toujours si c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Alors c'est évidemment aussi pour les producteurs des outils d'aide à la saisie que nous souhaitons mettre à leur disposition, de manière à pouvoir saisir des formes normalisées de noms, sans avoir à se préoccuper de la façon dont on va retaper le nom en question. Et évidemment pour nos utilisateurs, faciliter la recherche et la navigation, en leur fournissant un point d'accès normalisé sur nos ressources, contrairement à notre violet-le-duc de tout à l'heure, et la possibilité de fédérer les ressources autour de cette entrée acteur. Un peu sur le modèle de ce qui est fait dans DataBNF, par exemple, que je pense que vous connaissez tous, où on peut effectivement sur un auteur retrouver l'ensemble de ses productions avec ses œuvres, avec ses rôles dans la production. Nous, on n'arrive pas aujourd'hui à organiser cette information autour des différents rôles. Ou alors, sous la forme éclatée qu'on a vue tout à l'heure, violet-le-duc architecte, violet-le-duc dessinateur, etc. Maintenant, quand on regarde, alors cette diapo, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vu aussi, c'est un exemple que j'aime bien présenter parce que je trouve qu'il est extrêmement parlant. Quand on regarde un petit peu plus précisément ce qu'on a chez nous, on s'aperçoit que quelquefois on a des données qui sont un peu bizarres et qu'on a besoin de les confronter à d'autres pour les éclaircir. Je ne prends qu'un exemple ici autour d'un peintre verrier qui s'appelle Paul Bonny. Dans nos bases de données, en particulier dans la base de données auteurs, enfin la base de données, le répertoire des auteurs de l'inventaire que je mentionnais tout à l'heure, c'est un peintre verrier, donc il figure dans cette base. Et dans ses professions, on trouve qu'il est peintre verrier, bien sûr. On trouve aussi qu'il est céramiste et on trouve qu'il est décorateur de théâtre. Dans nos fonds, je n'ai aucune ressource, je n'ai trouvé aucune ressource qui me permettait d'expliquer pourquoi il était mentionné que Paul Bonny était décorateur de théâtre. Quand je cherche un peu plus loin, je m'aperçois qu'à la BNF, je trouve effectivement des informations sur Paul Bonny. Et là, je vais effectivement comprendre qu'il a été auteur du décor et des costumes d'une pièce de théâtre, d'un opéra, je ne sais plus, un opéra peut-être, qui a été donné en 1941, par là. Et on trouve cette information dans la correspondance qu'il a échangée avec le directeur du théâtre, qui était Jacques Roucher. Si je n'avais pas eu cette information de la BNF, je ne comprenais pas pourquoi on me disait que Paul Bonny était décorateur de théâtre. Donc vous voyez que déjà là, on a besoin d'aller chercher chez les autres une information qui va nous permettre de comprendre notre propre information. Et puis, alors ça, c'est ce que j'appellerais la complémentarité de l'information. Et vous voyez qu'on trouve dans d'autres fonds des informations extrêmement intéressantes sur Paul Bonny, sur le fait qu'il ait fait une donation d'une aiguière avec sa compagne, sa femme, Adeline Hébert Stevens. Donc là, on s'aperçoit aussi qu'il était marié à Madame
Hébert-Stevens, qui était elle-même la fille de Jean Hébert-Stevens, etc., etc. Bon. Et puis, il a également, un de ses fils a versé le fonds d'archives aux archives nationales, je pense que c'est celle du monde du travail. Donc voilà, on a d'autres informations qui vont émerger sur cet auteur dans un autre contexte. Et puis on trouve aussi des informations de l'institution qui nous accueille aujourd'hui, donc de l'INHA, et en particulier la correspondance qu'il a entretenue avec Matisse. Et effectivement, j'avais, moi, des informations comme quoi, effectivement, Paul Bonny avait collaboré avec Matisse sur certaines œuvres. Donc, je peux compléter cette information. Donc là, c'est ce que j'appellerais la complémentarité. Ce que j'appellerais la complétude, c'est le fait, vous voyez, que certains ont la date de naissance sous la forme d'un millésime, d'autres l'ont avec le jour et le mois de la naissance. Et puis, inversement, là où on n'a qu'un millésime pour le décès, d'autres ont la date complète. Donc, on peut utilement, là aussi, se complémentariser et surtout permettre à l'un de compléter les données lacunaires de l'autre. Donc, on s'aperçoit par cet exemple que pour construire un référentiel sur les données auteurs qui sont présentes dans nos fonds, on aurait fortement intérêt à aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, on est sorti un nouvel objectif qui est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'inscrirait pas pour ce projet dans un cadre plus large, dans un autre écosystème qui est en particulier l'écosystème de ce qu'on appelle les données liées. Parce qu'évidemment, pour pouvoir exploiter ces données qui sont dans les différentes bases, il faut qu'elles soient elles-mêmes disponibles et exposées. Donc, nécessité de les avoir dans ce qu'on appelle le web des données liées. Quel était l'intérêt de cette démarche pour nous au départ? C'était aussi de rendre notre projet maîtrisable. Pourquoi? C'est qu'on estime aujourd'hui à plus de 150 000 entrées le futur référentiel ONOMA. Vous savez tous, et je pense que je ne révélerai pas un grand mystère en vous disant que nous sommes à ce qu'on appelle ressources humaines contraintes, et qu'il est extrêmement difficile de faire adhérer à des projets comme celui-là des acteurs, donc des producteurs de fonds, des gestionnaires de fonds, qui sont déjà un peu surchargés dans leur travail au quotidien et qui se disent encore ça en plus, mais non, c'est pas possible. Donc déjà, il fallait trouver des arguments pour leur dire attendez, on ne va pas tout faire. On a des données qui sont déjà présentes ailleurs. Pourquoi ne pas réexploiter ces données? Et pouvoir à ce moment-là, nous, ne faire l'effort que sur les données dont nous sommes les seuls détenteurs. Donc ça, c'était effectivement un des gros arguments de vente, je dirais, du projet ONOMA, c'était de dire, voilà, on va se concentrer sur les données qui n'existent pas déjà ailleurs dans d'autres référentiels. Et ça rend déjà le sujet un peu plus maîtrisable. Bon, évidemment, l'idée n'est pas non plus de piller les autres, c'est aussi de rendre, de faire la démarche inverse, c'est-à-dire de mettre à notre tour à disposition les données que nous allons consolider. Donc de contribuer à l'enrichissement de l'offre dans le web des données liées et de permettre à d'autres institutions de réutiliser de la même façon nos données. Pour ce qui concerne les corpus du ministère de la Culture, un des enjeux, c'est de favoriser l'émergence de nouvelles ressources qui n'existent pas aujourd'hui dans le web, qui concernent ce que j'appellerais, sans que ce soit du tout péjoratif, des acteurs mineurs, c'est-à-dire des acteurs qui ne sont pas connus des grands référentiels, des corpus spécialisés, et aussi des acteurs émergents, puisque nous avons aussi des jeunes créateurs qui ne sont pas forcément connus dans le web. Et c'est aussi la possibilité de faire émerger de nouveaux auteurs, de nouveaux créateurs,
Alors nous aurions bien aimé sur ce sujet-là travailler beaucoup plus avec la Direction générale de la création artistique chez nous, qui malheureusement a du mal à jouer avec nous parce qu'ils sont pas très impliqués dans nos programmes, et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on aurait vraiment aussi quelque chose à faire d'intéressant autour des jeunes artistes, des jeunes créateurs. Bon, évidemment, l'objectif aussi, c'est de permettre à tout ça de s'interconnecter et de contribuer à l'élaboration de ce qu'on a appelé depuis la feuille de route Web 3.0 du ministère de la Culture, le Graphe Culture. Donc, la possibilité d'interconnecter des gisements de données produits et gérés par différentes institutions culturelles. Donc à partir de là, le cadrage du projet s'est fait un peu tout seul, c'était assez facile. On avait 2 grands axes, c'était déjà de concevoir l'outil et de réaliser l'outil de gestion du référentiel, et donc de récupérer, de sortir des silos applicatifs l'ensemble des données pour les ramener dans ce référentiel. Et puis d'autre part, de voir comment on allait pouvoir prévoir la coopération avec l'ensemble des partenaires. Donc on avait besoin pour ça d'avoir un cadre d'interopérabilité qui soit défini dans notre projet, à la fois sémantique, de manière à pouvoir partager des modèles de données, partager des référentiels, etc. Organisationnel aussi, puisqu'il faut anticiper la possibilité de co-gérer, de co-administrer ce futur référentiel. Et aussi interopérabilité technique, puisque pour pouvoir échanger de la donnée, etc., il faut partager des formats, utiliser des standards, partager des outils, et éventuellement partager des infrastructures ou des plateformes techniques de type collaboratif. Donc voilà comment le projet a été cadré. Donc 2 grands volets, le volet interne de mise en place du référentiel et de reprise de données, et puis la perspective d'ouverture et de contribution et de collaboration avec les autres partenaires et les autres institutions culturelles. Nous étions dans un contexte favorable puisque le programme ad hoc nous avait fourni déjà un certain nombre d'éléments. Déjà un modèle de données disponible. Des référentiels, sinon déjà partagés, du moins partageables. Une communauté interdisciplinaire déjà constituée, puisque depuis le début du projet, nous travaillons en interdisciplinarité. Le deuxième élément favorable, c'est la maturité des technologies du web sémantique, qui nous a permis d'identifier et de savoir qu'on pouvait déjà disposer de gisements de données exploitables et réutilisables, et que nous pouvions convaincre notre sous-direction des systèmes d'information que nous courions un risque maîtrisable en termes de technologie, puisque les technologies sont maintenant relativement mûres. Donc, ce sont des enjeux auxquels nous sommes aussi contraints, c'est de tenir compte de nos contraintes d'exploitation, puisque ce sont des projets dits industrialisés, c'est-à-dire qu'ils sont gérés par notre sous-direction, qui doivent respecter donc de ce fait les contraintes de sécurité des systèmes d'information des administrations et ce genre de choses. La manière dont le projet a été réalisé, il a été réalisé suivant notre méthode projet habituelle, puisqu'on a une méthode projet au ministère, donc avec une équipe projet interne, constituée d'un chef de projet maîtrise d'ouvrage, qui était moi à l'époque, un chef de projet maîtrise d'œuvre, Frédéric Roland, une maîtrise d'œuvre déléguée, c'est-à-dire qu'on fait appel à un prestataire avec appel d'offres et choix d'un prestataire externe. Celui qui a été retenu, c'est la société Sword, qui a réalisé l'outil. Un développement en mode agile, sous la forme de 10 itérations successives de réalisation, qui ont été conduits, ces sprints de réalisation entre janvier 2010 et mars 2016 et mars 2017. Notre outil vient de subir son audit de sécurité. Donc, on a quelques petites recommandations à faire prendre en compte par notre prestataire pour respecter les contraintes de sécurité du système d'information du ministère. Et on est actuellement dans ce qu'on appelle la phase de pré-production, c'est-à-dire qu'on a une base de données qui est opérationnelle, sur laquelle travaille déjà une vacataire qui est en train de faire un travail de montée en qualité des données. Et cette base de pré-production passera en production dès qu'on aura donc rempli les contraintes de sécurité. Et donc on pourra ouvrir notre base de données
aux applications et aux utilisateurs. On est donc en phase de reprise de données. On a énormément de données à reprendre et c'est sans doute la partie la plus complexe du projet. Et on est en train aussi d'améliorer, on continue à améliorer, enfin maintenant c'est presque bon, les outils de réconciliation et les outils d'alignement vers les référentiels externes. Voilà où on en est du projet. Donc, je vais reprendre maintenant la présentation d'Onoma tel qu'il existe aujourd'hui. On a un outil qui est donc basé sur un modèle de données qui est le modèle de données qui avait été élaboré dans le cadre du programme ADOC. C'est donc le volet acteur du modèle harmonisé pour la production des données culturelles qui a été utilisé pour concevoir l'application Onoma. Donc ce volet acteur avait été élaboré comme l'ensemble du modèle dans le cadre de groupes de travail interdisciplinaires qui se sont réunis entre 2008 et 2010 et qui ont élaboré la première version du modèle ADOC et qui avaient élaboré la première version, enfin la version du modèle acteur. On avait fourni à l'issue de ces groupes de travail un certain nombre de livrables. Donc on a publié une première version du modèle ADOC et on a publié un document de référence sur le volet acteur du modèle ADOC. Ce modèle a été modélisé en UML, qui est donc un langage de modélisation qui est utilisé par les informaticiens pour implémenter des outils, réaliser des applications. Et c'est ce modèle qui a été fourni à notre prestataire au démarrage du projet pour réaliser le référentiel Onoma. Donc je vous remontre très rapidement comment on avait travaillé. En groupe interdisciplinaire, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de données qui devaient figurer dans un référentiel d'auteur. Alors c'est pas, j'insiste pas là-dessus, c'est juste pour vous montrer un peu la méthode. Après quoi, ces données ont été formalisées dans ce qu'on appelait un modèle sémantique. Donc un modèle sémantique basé sur la notion d'acteur. Donc un acteur, c'est une classe générique qui permet de fédérer des personnes ou des groupes. Ces acteurs ont des identifiants, ils ont des appellations, des noms, des formes de noms. Ils sont affectés par des événements. Donc la naissance, le décès, la formation, etc., une exposition, un voyage, etc. Et on fait le lien, vous voyez qu'on fait le lien là avec l'autre partie du modèle qui est le modèle des biens culturels, c'est-à-dire que ces acteurs, ils sont aussi impliqués avec un rôle dans des événements qui affectent des biens culturels, donc la création, la restauration, l'expertise, etc., etc. Donc nous, notre modèle, c'est le modèle qui a servi à Onoma, c'est celui qui est centré sur l'acteur et pas sur ses rôles dans le cycle de vie des biens culturels. Et puis de là, on dérive un modèle conceptuel. Donc là, vraiment, c'est le modèle qui est utilisé par l'informaticien, qui va détailler pour chaque classe quelles sont les informations précises qu'on va mettre dans chaque classe, comment elles vont être gérées, quelle va être leur cardinalité, et puis on va préciser les relations, et puis on va fournir déjà des listes, des nomenclatures pour renseigner un certain nombre d'éléments. Ce sont ces choses que vous voyez dans les carrés bleus. Donc, je pense que le document pourra être mis à disposition, donc vous pourrez regarder de manière plus précise. Là, c'est juste pour vous expliquer un peu la méthode d'élaboration de ce modèle. Et donc, c'est ça qu'on a donné à notre prestataire en disant, voilà, le modèle Onoma, c'est ça. Alors, à partir de là, le prestataire, avec bien sûr notre aide, notre contribution, a proposé une architecture et ils ont d'emblée proposé une architecture totalement basée sur les technologies du web sémantique. Contrairement à notre précédent projet Ginkgo, où on a un outil de gestion qui est plutôt dans un mode classique et uniquement la partie exposition qui est dans le web sémantique, là, notre outil, il est d'emblée géré dans un triple store, donc qui est cette base de données de triplé qui est caractéristique du web sémantique. Donc, on est complètement sur un modèle sémantique, y compris dans la partie gestion du référentiel. Donc l'architecture, c'est une base de données triple store avec un moteur de recherche associé, des interfaces web qui vont permettre de se connecter à cette base de données,
des services web qui vont communiquer avec, en particulier avec Ginkgo, des applications qui vont pouvoir venir se connecter elles, à leur tour à des services web qui sont mis à disposition par Onoma. Et puis, une interface web qui va aussi permettre de requêter des référentiels externes, Wikidata, DataBNF et ULAN, en l'occurrence, qui sont les 3 référentiels que finalement nous avons conservés après avoir fait des tests moins performants ou moins parlants sur d'autres référentiels. Et puis les utilisateurs se connectent à tout ça par l'interface web, et voilà, ils vont jouer avec ce référentiel. Voilà, donc rapidement, pour vous donner un peu une petite idée de la manière dont se construit la chose. Alors je voudrais insister un petit peu sur la façon dont nous utilisons, puisque tout ça finalement rentre dans ce fameux grand cadre qu'est le programme ad hoc, et bien évidemment on essaie de mettre en application dans chacun de nos projets ce qu'on définit, ce qu'on essaie de définir comme cadre normatif pour l'ensemble des producteurs. Donc évidemment, dans Onoma, on réutilise les vocabulaires qui sont gérés dans notre outil de gestion de thésaurus. Alors, je vous ai montré là sur la partie gauche de l'écran, vous avez la manière d'exploiter les vocabulaires scientifiques et techniques qui sont contenus dans notre application Ginkgo en aide à la saisie, c'est-à-dire que quand je veux saisir une profession, Onoma lance une requête à Ginkgo, il me ramène donc en fonction des caractères que je tape, puisqu'on est dans un mode autocomplétion, il va me ramener toutes les formes disponibles. Donc si je tape, je tape peintre, il va me ramener tout ce que je peux avoir comme peintre dans mon vocabulaire des professions. Donc je n'ai qu'à saisir la forme autorisée, ce qui sera le préf-label de mon terme, de mon concept, et il va me le ramener dans Onoma en l'associant. Donc ici j'ai choisi peintre cartonnier, en l'associant à son identifiant unique et pérenne, qui va bien sûr être exploité dans le triple store RDF pour désigner mon concept de peintre cartonnier. Puisque vous savez qu'en RDF, tout est identifié par des URI. Donc là, c'est directement exploitable dans mon triple store. J'ai mon URI de concept et c'est ça que je gère. Je gère l'URI de mon concept. C'est-à-dire que si un jour dans Ginkgo, je change le libellé de mon concept, il sera automatiquement répercuté dans Onoma. Et mes ressources seront toujours cohérentes. Autre exemple d'exploitation d'un référentiel, c'est GeoNames. On a utilisé GeoNames pour la géographie, parce qu'il est effectivement, il a l'avantage déjà d'intégrer le référentiel INSEE complètement. Donc on avait les nouvelles communes, les nouvelles régions directement disponibles dans GeoNames, avec quelquefois des petites choses, mais ça nous invite du coup à contribuer à GeoNames, puisque quelquefois on s'aperçoit qu'on a des libellés qui sont en anglais, on n'a pas, par exemple Normandie, il est en anglais dans GeoNames, on n'a pas le libellé français, bon, et donc il faudrait qu'on aille nous contribuer pour avoir le libellé français, et donc on s'appuie sur GeoNames qui est très très largement utilisé par la communauté des gens qui produisent de la donnée dans le web sémantique, donc ça nous rend d'emblée interopérables avec toutes ces communautés. Et donc là c'est pareil, aide à la saisie, on tape même le code INSEE, vous tapez le code INSEE de la commune, il vous ramène le nom de la commune, le département, la région. Et donc c'est assez commode d'utilisation. Alors je voudrais aussi dire comment on essaie d'aller plus loin aussi en utilisant nos propres référentiels et nos propres terminologies. Donc ça nous sert évidemment à asseoir toute l'information lexicale, vocabulaire scientifique et technique qui nous servent à renseigner des champs, des rubriques. Mais on essaie aussi de gérer dans Ginkgo l'ensemble des propriétés de notre référentiel ou des types d'entités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, dans Onoma, je vais avoir
des types de relations entre acteurs, je vais avoir des types d'identifiants, je vais avoir toutes les nomenclatures qu'on voyait dans notre modèle de données. On les gère dans notre référentiel, Ginkgo, et on les exploite dans Onoma. Ce qui fait que si on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose, on a oublié un type de relation entre acteurs par exemple, on le crée dans Ginkgo, il devient automatiquement disponible dans Onoma. Ce qui veut dire que notre application, elle est évolutive et qu'on n'est pas obligé de dire à notre prestataire « Oh mince, on a oublié tel type de relation ou on a oublié telle nomenclature, donc il faut recoder, il faut demander une évolution au prestataire, etc. » Donc notre application, elle s'enrichit. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième avantage, c'est qu'elle se sémantise aussi. C'est-à-dire que chacune de nos propriétés, comme elle est gérée dans Ginkgo, elle est identifiée par une URI, elle est gérée comme un concept, et donc on va pouvoir aussi la documenter, et on va aussi pouvoir l'aligner sur des ontologies ou sur des vocabulaires existants. Je vous montre ça au travers d'un exemple. Dans Onoma, on a donc des propriétés qui permettent de relier des acteurs entre eux. Là, j'ai pris le cas de la propriété AU pour membre. Donc c'est un groupe ou une organisation, AU pour membre, un acteur. Donc un atelier, par exemple, AU pour membre, une personne. Je gère cette propriété dans mon vocabulaire Ginkgo. Donc, dans Ginkgo, c'est un concept AU pour membre avec un identifiant, traité comme un concept. Je l'utilise en bas dans Onoma. Donc, je vais pouvoir dire que, alors je ne sais pas ce que je dis là d'ailleurs, parce que je n'ai pris. Si, j'arrive pas à le relire. C'est Lobin Julien Léopold, qui est membre, je pense, qui est membre de l'atelier Lobin. Ça doit être ça, en fait. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est important ici, c'est de voir que j'ai un acteur qui est lié à un autre acteur par une propriété AU pour membre. Or, cette propriété, si je clique dessus, elle me ramène dans la partie diffusion de mon vocabulaire, et donc je vais pouvoir la documenter. C'est-à-dire que je vais pouvoir documenter mon modèle de données dans mon outil Ginkgo et le mettre à disposition des réutilisateurs dans ma plateforme de diffusion qui est en open data, en linked open data. Et donc je vais pouvoir mettre, si quelqu'un utilise le référentiel Onoma, il va trouver une propriété qui s'appelle AU pour membre, et derrière cette propriété, il va pouvoir aller voir comment elle est documentée et avec quelles autres propriétés éventuellement elle est liée. Ici, on a un alignement vers des propriétés fauves ou des propriétés org. Voilà, donc qui sont deux ontologies, deux autres vocabulaires. Donc vous voyez, c'est un peu circulaire tout ça, et tout se renvoie. Il est déjà l'heure ? Encore 5-10 minutes. Oula, je me dépêche. Point intéressant dans notre référentiel, donc c'est l'exploitation des gisements de données existants. Donc là, je vous donne un exemple de récupération de données. J'ai interrogé sur Abel de Pujol et je récupère des données de Wikidata, de Data BNF et de ULAN. Je clique sur les données que je veux récupérer et automatiquement, je les récupère dans mon référentiel. Et donc, j'ai le petit logo qui m'indique que cette donnée, elle est récupérée de ce référentiel. Elle est non éditable, c'est-à-dire que je ne peux pas la modifier, je peux la supprimer, mais je ne peux pas la modifier puisqu'elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de mon référentiel Onoma. Et donc, je peux comme ça, là, sur Abel de Pujol, je peux créer pratiquement une notice immédiatement réutilisable sans avoir pratiquement rien saisi, sinon que le nom Abel de Pujol. Puisque je vais récupérer les informations sur début d'existence, il est né à telle date à Valenciennes, il est mort à Paris à telle date, je récupère des informations y compris sur ses titres, et puis je vais récupérer toute une série d'alignements, d'identifiants dans d'autres référentiels, dont celui de l'INHA par exemple, qui va me permettre de lier mon acteur à des ressources existantes, qu'elles soient d'ailleurs exposées ou pas. Donc la partie la plus complexe, c'est la reprise des données. Je vais donc très très vite.
à cause de ce que je vous ai expliqué, multiplicité des formats, etc. Donc là, les résultats au terme de la reprise sont relativement mitigés parce qu'on est dans un équilibre très périlleux entre le bruit et le silence. Soit on essaie d'aller trop loin et on crée ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire qu'on associe des acteurs qu'on n'aurait jamais dû associer, soit au contraire, on a des acteurs qui sont deux entrées distinctes du référentiel alors que on voit presque à l'œil humain qu'il s'agit du même. Donc on a nécessité de reprendre beaucoup de choses manuellement, mais heureusement on a mis en place des outils de réconciliation. Bon, je ne vais peut-être pas insister trop là-dessus, mais je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. En fait, vous voyez, on récupère sur un certain nombre de critères des données qui vont nous permettre de rapprocher, comme on est sur du web sémantique, on va avoir des graphes. On va avoir des graphes acteurs qui comportent un certain nombre de données. Et donc on va faire entre ces graphes une relation same as, c'est le même que, qui sera candidate. Et l'humain, donc, va décider si effectivement il valide ce rapprochement ou pas. Et donc, soit on dissocie, on dit non, non, ça n'a rien à voir, c'est pas le même bonhomme, et donc on dissocie et la relation same as est supprimée. Soit on valide la relation same as, et à ce moment-là, les deux graphes sont fusionnés en un seul. Et donc, on n'a plus qu'une entrée pour notre auteur. L'autre outil d'aide, c'est de la recherche de proximité de forme de nom, qui nous aide aussi beaucoup à fusionner des acteurs quand on voit pertinemment qu'il s'agit du même nom. Donc rapidement sur les perspectives, on a besoin, nous, d'élargir fonctionnellement notre référentiel, donc de travailler sur des formats d'import, des formats d'export. Les formats d'export vont être en particulier facilités par le fait qu'on est sur une ontologie qui intègre déjà des espaces de noms qui sont connus, qui sont FOF, SCOS, PROV, etc. Donc ça va faciliter énormément l'interopérabilité dans la partie import-export. On doit aussi enrichir nos modes d'accès à l'information en ouvrant à des contributeurs qui vont pouvoir fournir des données candidates, qu'il s'agisse d'humains ou d'applications qui vont pouvoir pousser des données candidates. Et évidemment, on va avoir toute la partie publication dans le web des données liées, qui va faire partie de la version 2 de notre projet. Publication au fil de l'eau des données validées, ouverture des services aux applications clientes. Et puis, évidemment, on essaie de mettre en place tout ce qui va favoriser l'interconnexion et la réutilisation avec nos identifiants pérennes ONOMA, qu'on s'engage à pérenniser, en essayant au maximum d'avoir des identifiants passerelles qui sont, je vois Anila qui va sourire, les identifiants ISNI, en offrant aussi des alignements entre les référentiels, les données, en mettant nos données à disposition avec des licences ouvertes et des technologies des formats ouverts. Et enfin, le dernier volet, c'est essayer de développer la partie collaboration et contribution. Donc, collaboration entre les institutions en mettant en commun des jeux de données et en jouant justement sur cette complétude et cette complémentarité des différents producteurs de données. Et aussi la volonté d'essayer de faire contribuer le grand public pour l'enrichissement, la structuration et le liage de données. Donc la nécessité de trouver des moyens d'encourager et de valider les contributions, de créer des communautés d'acteurs, de contributeurs autour d'objectifs communs, d'avoir des systèmes de récompense qui fidélisent aussi les contributeurs, avec des gros enjeux qui sont les enjeux liés à la gouvernance. Parce que, évidemment, tout ça pose des grosses questions. Qui est l'auteur de la donnée? Quels sont les droits associés à la donnée? Comment co-gérer un référentiel? Comment valider les données? Comment mettre en place des circuits de validation entre plusieurs institutions? Voilà. Et donc, sur tous ces sujets-là, on espère aussi beaucoup s'appuyer sur des expérimentations qui sont en cours au ministère. Et avoir des retours d'expérience sur les bonnes pratiques et les outillages à mettre en place pour réaliser tout ça. Voilà, j'espère que j'ai pas trop débordé. J'ai essayé de faire très vite sur la fin. Et je vous remercie en tout cas de votre attention et bien sûr.
je suis bien sûr à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche. Je vais prendre des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Catel. Je voulais savoir sur l'alignement des données, comment s'est fait le choix donc de ces trois ressources. Donc c'est BNF, ULAN et. Je dirais qu'il s'est fait plus par élimination que. Au départ, on aurait voulu tout prendre et. En fait, il y a des choses qui n'ont jamais marché. Alors, mais c'est peut-être lié aussi aux difficultés techniques de notre prestataire qui a eu énormément. Par exemple, sur VIAF, ils n'ont jamais réussi à. Bon, déjà VIAF, il n'y a pas de Sparkle Endpoint, il n'y a pas tout ce qui va bien, donc c'est forcément des API, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on a finalement renoncé à VIAF. On a eu énormément de mal avec le Getty. Ça a fini par marcher, mais on a eu énormément de mal à récupérer les données du Getty. Au départ, la BNF, ça marchait un coup sur deux. et alors, on s'est intéressé à Wikidata par rapport à notre idée initiale qui était de faire comme Joconde Lab, de travailler avec Wikidata et DBpedia, Wikipédia et DBpedia. On s'est intéressé à Wikidata parce qu'on s'est aperçu que dans Wikidata, il y avait déjà énormément d'informations structurées sur les auteurs, que c'était extrêmement facile à reprendre et qu'on avait tous les identifiants qui vont bien pour aussi faire de l'alignement. Et donc le choix de Wikidata, il s'est fait de cette façon-là, parce que c'était beaucoup plus structuré et beaucoup plus facile à reprendre. Et on espère bien être un jour dans Wikidata aussi, pour exposer nos données et enrichir cette offre qui est déjà extrêmement intéressante. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Après, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de référentiels qui sont déjà les uns dans les autres. Donc à la limite, quelquefois, on pourrait se dire, on en prend un qui est finalement à partir de... En ce qui concerne les alignements, en tout cas, pratiquement, si on prend Wikidata, on a tous les alignements qui sont déjà disponibles. Par contre, en termes de données, on peut encore aller chercher dans DataBNF ou dans VIAF pour trouver des données complémentaires ou dans Getty pour trouver des données complémentaires qui vont nous intéresser, qu'on ne trouvera pas forcément dans Wikidata. Mais en tout cas, les alignements dans Wikidata, c'est extrêmement riche. Ça répond à... Oui, alléluia, enfin, ce projet Onoma qu'on attend avec impatience depuis qu'on en entend parler, parce qu'en effet, il sera utile à de très nombreux égards, notamment, moi je vais parler personnellement en tant qu'utilisateur, c'est vrai que j'utilise beaucoup la base collection, je l'aime beaucoup, le moteur est très riche, mais voilà, moi je travaille essentiellement en chaîne de caractères et je file par institution, parce que c'est clair que les entrées indexées sur le côté, en pratique, elles sont inutilisables justement en raison de la redondance et du fait que les entrées d'auteurs n'ont pas été regroupées. En pratique, c'est inutilisable, bien souvent, malheureusement. Donc voilà, en tant qu'utilisateur, je suis très content de ces données, de l'émergence de ce référentiel. Il nous sera aussi très utile. Moi, là, je vais parler plus en tant que contributeur sur les projets Wikimedia, et je vais amener de l'eau au moulin de ce qui a été dit sur pourquoi Wikidata. Alors, on va reprendre l'exemple. On a travaillé récemment sur les peintres des peintures du Louvre. Donc, on a à peu près 6000 items. On a pu extraire à peu près 2000 peintres différents. On a récupéré les alignements de Joconde Lab. On a à peu près, en fait, l'ordre de 30-40%. Donc voilà, c'est vrai qu'on en est loin. On a essayé de les compléter avec Wikidata, et là, on arrive à 99,9%. Donc c'est vrai que soit ils existaient, dans plus de 99% des cas, soit il y en avait quelques-uns qui n'existaient pas, donc là on les a créés. On a un souci, il y en a quelques-uns qui n'existent pas sur Wikidata. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où aussi on a besoin d'Onoma, parce qu'on est sur une notice de la base Joconde, on a un auteur, et la seule référence qu'on trouve, on fait des recherches complémentaires, il n'est pas dans le ULAN, il n'est pas dans l'ISNI, il n'est pas dans le VIAF, il n'est pas à la BNF. La seule mention qu'on ait, c'est la notion d'auteur dans cette base Joconde, et on n'a pas d'identifiant.
On peut pas le noter quelque part. Alors je comprends que Onoma devrait servir justement à créer un point de référence pour cet auteur et éventuellement de le relier à d'autres, éventuellement d'apporter des ressources complémentaires. Et c'est là où je me dis, j'avais une question. Est-ce qu'il y aura une remontée dans les bases patrimoniales de ce référent Onoma? Parce que nous, il nous sera utile quand on est sur la page de l'œuvre, justement, parce qu'on a vu qu'on fait des entrées souvent par biens culturels, on a cet auteur qui est mentionné, et cet auteur sera également dans la base Onoma. Mais voilà, en gros, ça nous ferait faire de recherche. Hein. On est sur la base de l'œuvre, on récupère, on édite des données, on a un auteur, on voudrait l'aligner, il n'est pas aligné dans Joconde, qu'est-ce qu'il est? C'est là qu'on va aller dans Onoma, et ça serait super si dans la base Joconde, on avait directement l'entrée Onoma correspondante. Alors là, je vais presque faire du système d'information fiction, mais pas tant que ça. Effectivement, aujourd'hui, on est sur, vous l'avez vu, on est sur des bases de données qui sont dans une technologie qui est très très ancienne, qui s'appelle Mistral, qui a plus de 35 ans, et qui est en train de rendre l'âme, mais là ça fait 20 ans qu'on dit que ça rend l'âme, mais là on est sous perfusion, puisqu'on a eu un gros accident l'été dernier, et que on est en train de changer de technologie, parce que ces technologies sont totalement obsolètes. Donc il y a un premier projet qui a été lancé l'été dernier, donc suite à ce problème, qui s'appelle Sirocco. Et dans le cadre de Sirocco, déjà, on a essayé de pousser tout le travail qui avait été fait dans le cadre d'ADOC, et donc de parler en termes de référentiel de biens culturels et de portail de biens culturels. Donc déjà, l'ensemble des bases telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles vont migrer vers ce portail des biens culturels que nous appelons de nos voeux, qui devait au départ s'appeler Opéra. Et puis Opéra, c'est un projet qui était lancé mais qui n'était pas encore abouti et qui a été un peu chahuté par cette opération d'urgence Sirocco. Mais Opéra va reprendre sur la base de ce qui a été réalisé dans cette opération d'urgence. Donc déjà, on a fait migrer l'idée, c'est de faire migrer l'ensemble des bases dans un portail commun. Évidemment, on profite de cette migration vers un portail commun pour faire évoluer les modèles de données et faire finalement de la dosisation progressive des fonds. La première chose déjà, c'est qu'on a réussi à travailler avec les producteurs, à se mettre d'accord sur ce qu'on appelait au départ la carte d'identité du bien culturel. Donc dans le cadre de l'opération Sirocco, on a déjà pratiquement une carte d'identité des biens culturels qui est un peu calquée sur le modèle d'ADOC. Et puis évidemment, on pousse derrière tout ce qu'on a essayé de mettre en place progressivement, c'est-à-dire l'alignement sur les référentiels, la gestion des concepts ou des auteurs sur la base de leur identifiant et non plus sous la base de leur forme lexicale. Donc tout ça va se mettre en place de manière progressive et le modèle ADOC est le modèle qui va servir de référence à cette migration. Donc on est un petit peu encore dans la science-fiction parce que ça n'existe pas encore, mais c'est du Jules Verne, quoi, c'est-à-dire que ça va exister. C'est vraiment dans les clous. Et là, on lance un projet qui concerne les services d'inventaire, qui sont donc les fournisseurs de données autour de Mérimée et de Palissy, des grosses bases patrimoniales sur le patrimoine architectural et mobilier. Le modèle qui va être utilisé pour l'échange de données avec les services producteurs qui sont maintenant dans les collectivités territoriales, c'est le modèle ADOC, et donc les données qui vont nous arriver, elles seront alignées sur les référentiels de GINCO avec le système d'identifiant. On fera du contrôle sur les autorités auteurs à partir d'Onoma, et donc les données qui arriveront dans le système d'information national, elles seront déjà alignées sur les référentiels. Voilà. Ça répond à ta question, Benoît? Oui, si on peut avoir du lien direct. Et la deuxième question que je me posais, c'est
Pardon, la deuxième question que je me posais, c'est, tu as parlé de services pour les réutilisations tierces. Un des services auxquels on va tout de suite penser, c'est les recherches d'alignement, justement. Et on a parlé d'un endpoint Sparkle. C'est pas l'outil idéal, c'est pas la techno idéale pour pouvoir faire ce genre d'outil. Est-ce qu'il va y avoir un autre moteur, une API spécifique prévue pour des recherches d'alignement sur des chaînes de caractères, en fait? Pour le moment, on ne présume pas des technologies qui vont être mises en place puisque le projet n'est pas encore lancé. Donc, il y aura tout ce travail d'étude, de savoir ce qu'on met en place, comment on le met en place. Il y aura des groupes de travail auxquels vous êtes invités à participer. Si vous le souhaitez, pour amener effectivement des propositions ou des choses qui pourraient être intéressantes à mettre en place. Donc pour le moment, il n'y a pas de choix technique. Pour Ginkgo, on avait fait le choix d'un Sparkle Endpoint qui, à mon avis, n'est pas très utilisé, je pense pas. Mais c'était dans l'air du temps. Donc de toute façon, il avait été réalisé, la plateforme Ginkgo avait été réalisée il y a longtemps, puisqu'au départ, c'était le SIAF qui avait réalisé cette plateforme et qu'on a reprise après dans le cadre. Et eux, ils avaient mis en place un Sparkle Endpoint parce qu'à l'époque, c'était effectivement la technologie qui était mise en avant. S'il y a des choses plus intéressantes et plus performantes et à mettre en place, en particulier pour la gestion des alignements, on sera preneur. Alors encore une question dans la salle. Moi, je voudrais saluer d'abord la méthode que je trouve remarquable avec tout un travail de collaboration et de consultation interdisciplinaire. Je suis de la Bibliothèque nationale de France et nous, on est en ce moment, ça fait un petit moment qu'on réfléchit et on a une volonté pour... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fichier national d'identité, parce qu'on gère beaucoup de données dites d'autorité, donc des référentiels, on peut utiliser le vocabulaire qu'on veut. La BNF, c'est un pôle d'excellence, mais il y a d'autres acteurs aussi, comme l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, et on a des autorités, enfin, voilà, des entités tout à fait communes, et on réfléchit, et on est vraiment dans une mouvance de promouvoir la co-construction, la construction collaborative. Alors, j'avais une question dans ce sens, donc voilà, liée à cette réflexion-là. Évidemment, nous, on est, voilà, le ministère de la Culture, avec tous ses acteurs, hein, ça représente un des partenaires privilégiés. Et il va falloir vraiment discuter de comment, d'abord, enfin, adresser plusieurs questions qui se sont soulevées, qui sont liées à aux questions que tu as soulevées, complémentarité et complétude des données. Donc, une des questions, bon, voilà, ça c'était juste pour dessiner un petit peu le contexte. Je pose une question concrète par rapport au choix du GeoNames. Je trouve que c'est un choix à la fois, ça paraît évident, mais c'est courageux en même temps, enfin, de mon point de vue, parce que c'est lié aussi à la fiabilité technologique et la robustesse et la stabilité aussi des applications. Ça veut dire que pour tout ce qui est les lieux géographiques, vous faites confiance à un acteur complètement extérieur. Voilà, c'est un choix fort. Hein. Nous, on se les pose ces choix parce que dans les différentes discussions liées à ce fichier d'autorité, parce qu'on gère en interne, hein, c'est en local, donc il y a une sécurisation des données, et donc c'est lié au risque de la rupture de service. Hein. Il y a ça aussi. Donc, c'est une véritable question technologique. Hein. Donc, vous avez fait ce choix fort, bah, c'est un exemple pour nous. Et deuxième question, liée à ça, au GeoNames, je le prends comme un exemple. Hein. C'est
Donc, dans les différentes bases du ministère de la Culture, gérez-vous des entités lieux, de la même manière que sur Joconde, il y a des entités acteurs? C'est une question. Et voilà. Est-ce que ça a soulevé des débats? Pourquoi le choix du GeoNames? Et comment vous avez pu vous concerter, vous mettre d'accord entre les différents acteurs du ministère, des différents représentants des différentes bases? Je pose cette question parce que nous, on gère des fichiers d'autorité sur les noms géographiques et je sens que ça va poser un problème. Oui. Alors, le choix de GeoNames, c'est vrai que au départ, on ne voulait pas partir sur GeoNames. Au départ, on voulait classiquement prendre le code officiel géographique, donc, qui est notre référence habituelle. Le code officiel géographique, je ne sais pas si vous savez, il y a eu une expérimentation via DataLift où ils avaient mis le code officiel géographique à disposition dans les technologies web sémantiques, parce que nous, c'était ça qui nous intéressait, hein. C'est de pouvoir récupérer des données qui soient déjà quelque part sémantisées et disponibles avec des URI et exposées de manière à ce qu'on puisse... voilà. Et puis cette initiative visiblement n'a pas été suivie, et par contre quand on a regardé dans GeoNames, on a vu que effectivement l'INSEE abondait considérablement GeoNames. Les données étaient dans GeoNames. Donc ça déjà ça nous interpelle forcément, puisque notre référentiel naturel du point de vue de la géographie administrative française n'est pas disponible, n'est pas maintenu sous la forme données liées par l'institution, mais par contre il contribue à un référentiel collaboratif de type GeoNames. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au-delà de la géographie administrative, on a besoin de gérer des choses qui ne sont pas sur le territoire national, qui sont éventuellement liées à la géographie historique, donc plutôt la notion de lieu de peuplement, populated place de GeoNames, plutôt que division administrative. Et ça nous obligeait à taper dans plusieurs référentiels. Ou regérer localement un référentiel de lieu, avec toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à mettre, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ressources humaines sont très limitées, et on a nous-mêmes beaucoup de mal déjà à travailler sur les référentiels spécifiques ministère de la Culture et amener les gens à travailler ensemble pour mettre en place des référentiels communs. Donc travailler sur un référentiel géographique qui n'est pas de notre domaine de compétence, obliger les gens à faire un effort de conception et d'élaboration d'un référentiel interne pour gérer la géographie, alors qu'on arrivait à trouver pratiquement tout ce qui nous intéressait ailleurs, c'est un peu le deal. Alors c'est vrai qu'on se rend dépendant, mais c'est vrai qu'on se rend dépendant de plein de référentiels quand on veut se mettre dans le web des données liées. Là, en ce qui concerne GeoNames, on a quand même un principe de précaution, c'est que pour des raisons de performance, en fait, on charge GeoNames dans notre base de données. C'est-à-dire qu'on fait un dump et on le charge chez nous. Donc du coup, on ne risque pas une rupture de service si le référentiel venait à tomber. Donc c'est une petite sécurité. Et voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Mais en tout cas, en termes d'aide à la saisie, c'est super efficace. Et en termes de satisfaction de la part des professionnels, il n'y a pas eu de problème. Hein. Parce que moi, j'ai entendu aussi des discussions dans le cadre de Biblissima, où GeoNames, ça ne les satisfait pas parce qu'il y a toutes les entités historiques, etc., qui, ils les trouvent... Je dis ce que j'ai entendu, hein. C'est avec beaucoup de précautions, mais il y a eu quelques expériences de fait, là, juste. Pour le moment, ça n'a pas été trop discuté dans la mesure où les utilisateurs ne sont pas encore vraiment penchés sur Onoma. Donc je pense qu'on aura aussi un retour à l'usage
pour le moment, dans la partie reprise de données, on n'a pas de problème pour aligner nos données. Pratiquement, ça se passe relativement bien. Mais ça se passe relativement bien parce que c'est vrai que beaucoup de nos données sont alignées sur le référentiel géographique de l'INSEE. Donc, comme on le retrouve dans GeoNames, on n'a pas trop de problème avec ça. Mais je pense qu'on verra à l'usage. Et rien n'empêchera à terme de débrancher GeoNames et de repartir sur autre chose si on s'aperçoit que ça pose des problèmes. Ou coupler ce référentiel-là avec un autre référentiel. C'est quelque chose qu'on avait envisagé aussi. Donc voilà, c'est pas fermé, c'est pas définitif. On verra à l'usage. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ? J'en pose une toute petite dernière, je ne peux pas m'empêcher. Vous avez évoqué notamment avec Benoît et un point très important, la question de ce que j'appelle de montrer les signaux faibles. C'est-à-dire qu'en histoire de l'art précisément, on a des données dans des labos de recherche ou même au sein du ministère, des données sur des acteurs dont on ne connaît rien. Aligner Léonard de Vinci, bon, ça va. Par contre, mettre des informations dans le web de données sur un obscur ou talentueux maître verrier du XIIe siècle dans le Limousin, dans des informations extrêmement précises qu'il va falloir, on va dire, faire monter en qualité. On a les qualités des données, on va dire, dans nos bases, mais il faut les monter vers le web de données. Et ensuite, la question de sourcer ces informations. C'est-à-dire, est-ce que dans le modèle lorsqu'on fait les alignements, on a vu la slide avec l'ensemble des liens en utilisant Wikidata. Est-ce que tout cela, lors de l'export ou de l'utilisation des données de Onoma, est-ce qu'on va sourcer l'information des bases initiales ? Parce qu'on va savoir que ce type d'information vient initialement de Mérimée, vient initialement de Joconde. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question concerne d'un point de vue pratique et pragmatique, les URL, les URI, on va dire, des deux identifiants en OMA. Ils seront sur Data Culture. Ils utiliseront ce qu'actuellement, lorsque vous utilisez pour décrire les acteurs, les choses qui sont sur Ginkgo, donc on voit bien l'URL de Arc de Ginkgo, ça veut dire que Onoma aura son propre espace de nom. Voilà, toute question, on va dire, sur le sourcing de la formation initiale et sur la question peut-être que c'était évoqué, que j'étais un peu trop rapide, sur la question des espaces de nom de Onoma, et est-ce que Onoma fera foi et dépassera, on va dire, les si hautes données initiales. Alors sur la première question, déjà le sourçage de l'information actuellement, c'est pas très fun, c'est pas très bien fait, mais c'est fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait de la reprise de données, on mentionne la base qui a servi à la reprise. Et donc, on est capable effectivement de retrouver l'information. Après, ce sourçage, il se fera comme je l'expliquais tout à l'heure, comme on va faire migrer nos bases vers d'autres types de modèles, et les auteurs mentionnés dans les bases seront liés à la donnée d'Onoma. On pourra très facilement revenir aux données sources à partir de l'identifiant auteur qui sera du coup mentionné dans les fonds qui ont servi à la production de la donnée. Alors en ce qui concerne les identifiants, moi j'essaie de pousser depuis très longtemps au ministère une politique d'identification pérenne des ressources. Ça n'est pas facile parce que la partie faire le choix par exemple d'ARC, je pense que maintenant c'est acquis, etc. Bon. Après, toute la mise en œuvre d'une politique d'identification pérenne au sein d'une institution, c'est pas uniquement de faire le choix d'ARC, c'est de mettre en place une organisation, d'une part, de savoir comment on définit nos ressources, comment on les identifie, quels espaces de nom on met en place, et puis c'est derrière aussi d'avoir les outils techniques qui vont permettre de faire de la redirection si culture-communication devient culture, par exemple, ce qui est notre situation aujourd'hui.
Donc on a effectivement mis un espace de nom et vous savez que le ministère a ouvert il y a quelques mois son espace data sous la forme data culturecommunication.gouv.fr et que déjà ils vont être obligés de changer et de revenir peut-être à un data.culture.gouv.fr puisqu'on vient de changer de nom. Donc voilà. Donc effectivement derrière ça veut dire qu'on doit avoir des outils qui sont capables de rediriger les URL vers... Voilà, donc on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, il faut savoir le gérer, c'est ça, à mon avis c'est ça le plus important. Nous on avait au départ ouvert un espace qu'on avait appelé data.culture.fr qui n'a jamais été validé par l'institution. Gentiment on nous le garde et on nous le maintient et on nous a promis que si un jour on était amené à changer, on nous ferait de la redirection. Donc on est très vigilant. On est très vigilant. Mais en tout cas, en ce qui concerne Onoma et en ce qui concerne toutes les productions du ministère à l'avenir, en fait, on a un outil maintenant qui s'appelle GIP, gestion d'identifiants pérennes, ou gestionnaire d'identifiants pérennes, qui a été développé dans le cadre d'un autre projet qui est Mediadoc, qui est peut-être un projet dont vous avez entendu, de gestion des ressources multimédia. Donc dans le cadre de Mediadoc, on a mis en place un outil qui s'appelle GIP et qui génère de l'identifiant pérenne à la demande. Il génère des identifiants uniques de type UID, c'est-à-dire vraiment des identifiants opaques. Donc on l'utilise dans Onoma, bien sûr, et on l'utilise, on en avait déjà un dans Ginkgo, donc on ne l'utilise pas dans Ginkgo, mais dans Ginkgo on est sur les mêmes technologies, UID aussi. Donc on a des arcs, et on a des identifiants opaques, ou des identifiants signifiants quand on fait de la reprise de données qui sont basées sur des identifiants signifiants, comme certains de nos concepts qui ont des identifiants qui sont encore le numéro du concept dans le vocabulaire T1, T2, T3, etc. Donc voilà. Toute la partie arc, elle est gérée. Après, ce qui peut varier, effectivement, c'est ce qu'il y a devant. Et ce qu'il y a devant, il faut effectivement s'engager à faire de la redirection s'il y a des évolutions, des changements, et on n'est jamais à l'abri. En tout cas, il n'y a plus rien de technique dans nos URI, en tout cas. Ce qui était le cas de Mistral, qui nous générait des URI, des URL avec la requête Mistral à l'intérieur. Une dernière remarque. Pardon, c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, tout à fait. Pour nous, en tant que contributeur sur les projets Wikidata, c'est une question assez importante que vient d'évoquer Antoine sur un espace de nom dédié, parce que évidemment, un tel projet suscitera une propriété dédiée Onoma. Et c'est vrai que, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment d'espace de nom prévu, réservé. C'est plus général au ministère, en fait. Ça peut se gérer, mais c'est vrai que pour nous, ça faciliterait les choses. Concrètement, j'arrive sur la base, je découvre un auteur sur la page Joconde, je le trouve dans aucun autre référentiel. En tant que contributeur, je vais chercher à l'aligner pour que quelqu'un d'autre qui tombe dessus puisse relier des ressources entre elles, enfin commencer à mettre une graine que d'autres pourront reprendre et faciliter ce travail-là. Donc on va avoir besoin d'un identifiant pour marquer que c'est telle personne en référence au référentiel Onoma. Donc c'est vrai qu'avoir un espace de nom dédié nous serait très utile en fait. Oui. Je note. C'est effectivement, éventuellement, ça pérenniserait peut-être nos espaces de nom. Très bien, on va finir sur cette note vers le futur. Pour vous remercier une nouvelle fois d'être intervenu pour cette dernière séance des lundis numériques qui recommenceront donc en septembre. Et je rappelle que depuis janvier 2017, toutes les séances des lundis numériques sont captées et filmées et mises sur la chaîne YouTube de l'INHA, mais également sur Canal U. On a mis aujourd'hui la vidéo de la précédente séance de Meredith Cohen sur la 3D, la cathédrale chapelle à Paris. Et donc, je pense d'ici une quinzaine de jours, l'intervention de Catel sera mise en ligne. Merci beaucoup.